Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Angéline, bonjour Nicolas. Merci Bonjour. beaucoup d'être Bonjour. sur ma petite chaîne Webikeo aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous aussi qui nous rejoignaient pour ce webinaire. Donc voilà, on va prendre quelques secondes encore pour laisser le temps aux uns aux autres de se connecter. Je vais aussi commencer par vous demander de vous présenter tous les deux et ensuite on abordera le thème du jour. Je commence? Allez, je commence. Donc, je m'appelle Angéline Dedianine, j'ai un organisme de formation, Prime Meridian, et je suis consultante, notamment en ingénierie de certification et formatrice depuis un certain nombre d'années, on va dire, pour ne pas dire le nombre, et aussi par ailleurs, en parallèle, auditrice Calliope. Et donc, Nicolas Rorer, donc moi je suis un ancien aussi de la certification, une vingtaine d'années uniquement dans la certification, j'ai jamais fait de conseil et j'ai cofondé Evolve, qui est un organisme de certification accrédité par le COFRAC pour délivrer les certifications Calliope, qui est basé à Alixan et aujourd'hui qui donc a 2 ans et qui a la spécificité d'être un organisme une société à mission. Donc dans nos statuts, on a des engagements qui sont d'ordre environnementaux et sociétaux. Et on est présent, pour vous donner un ordre d'idée rapide, on est présent, nous, sur toute la métropole, la partie Guyane, Antilles, Réunion, et on développe la Nouvelle-Calédonie après les événements qui ont eu lieu là-bas. Eh bien, voilà un beau rayonnement. Donc, merci beaucoup d'être là tous les deux. Je vous ai sollicité pour vos expertises respectives, là, notamment puisqu'on a un sujet qui va croiser en fait le contenu du référentiel Calliope et les certifications RS RNCP. Moi-même, j'ai piloté un organisme de formation pendant presque 20 ans. J'ai été co-directrice aussi au sein d'un CFA. J'ai basculé il y a quelques temps de manière plus précise sur le sujet de la certification RS RNCP. Et puis il y a toujours ces ponts qu'on trouve entre ces deux certifications. Alors on emploie le même mot et pourtant c'est pas la même chose. On va en parler aussi. Et donc voilà, c'est un sujet qui croise pas mal de chemins et de regards. Donc voilà, on va partager avec vous aujourd'hui. Pour les participants qui sont avec nous en live, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Webikeo, vous avez sur la droite de votre écran un chat dans lequel vous allez pouvoir poser des questions, interagir, etc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, on va essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Et si toutefois on passait à côté d'une question, n'hésitez pas à la reposer pour qu'on puisse la retrouver un petit peu plus tard. Voilà, on essaie de suivre au mieux, mais bon, on ne sait jamais. J'anticipe aussi une question qui va être posée. Le support sera disponible. Donc oui, vous pourrez y avoir accès. Et il n'est pas rare que je fasse 2-3 retouches avant de le remettre en ligne parce que parfois on se rend compte qu'il y a des petites coquilles dans les slides. Donc par avance, désolé si c'était le cas. Alors, petite introduction avant de passer vraiment au vif du sujet. En guise d'introduction, on va se poser la question de pourquoi connecter Calliope aux certifications RS RNCP. Alors, ce sont deux leviers complémentaires pour garantir la qualité des prestations des organismes de formation. Et je pense que là, la qualité, c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui qui oriente à la fois le travail des organismes de formation et des organismes de certification. Et parfois, on peut être à la fois OF et OC ou pas. Tout dépend comment on se positionne sur ce marché-là. Donc, au cours de ce webinaire, on va avoir finalement 3 temps forts, si je puis dire. Le premier, au cours duquel on va décrypter les indicateurs Calliope qui sont alors soit spécifiquement dédiés ou en tout cas qui abordent la notion de certification RS-RNCP. On va regarder aussi les leviers pour optimiser vos pratiques à vous au sein de vos structures et pour vous permettre d'aligner vos actions avec ces référentiels. Et puis, on va chercher aussi à comprendre l'importance de ces certifications pour valoriser vos formations. Un petit mot de vocabulaire aussi pour éviter toute confusion entre certification Calliope et certification RS-RNCP, parce que c'est
On parle de certification dans les deux cas. Je vais laisser mes experts s'exprimer sur ce qu'est la certification Calliope, peut-être. Alors oui, moi je peux éventuellement prendre la parole sur la certification Calliope. La certification Calliope vient finalement. Alors c'est un référentiel de certification de service. On a deux types d'accréditation essentiellement dans la certification, celle qui concerne la partie système de management, ISO, que certains connaissent peut-être, et puis de l'autre côté, on a tout ce qui est certification de service, et là, Calliope en fait partie. Et donc, on vient finalement comparer, si je suis vraiment, comment dirais-je, très terrain, on vient comparer un référentiel qui est le référentiel national qualité, qui comporte des exigences, à ce que fait une organisation, un organisme de formation dans la vie de tous les jours. Et cette comparaison donne lieu à des constats qu'on appelle des non-conformités, et un rapport qu'on va livrer à la fin de la prestation. Donc la certification Calliope, c'est vraiment la comparaison sur le terrain ou à distance pour la surveillance par exemple, d'un référentiel avec des exigences à la réalité de ce que fait l'organisme de formation. Parfait, super. Ultra complet. Oui, c'est ça. Et si on parle de la certification RN-RNCP, alors Katharina, tu en as déjà parlé dans tes précédents webinaires, mais pour rappel, c'est un titre enregistré au répertoire nationaux auprès de France Compétences. Et ces certifications, en fait, sont un système d'évaluation sur des compétences prédéfinies à l'avance. Ça n'a aucun rapport avec la formation. C'est ça, une grande différence d'ailleurs entre Calliope et RS-RNCP. Calliope vient attester d'un processus qualité sur la formation, alors que le RS-RNCP, on parle plus de certification dans la mise en place d'une évaluation. Exactement. Et donc, c'est là où on a une complémentarité entre les deux parce que, en principe, pour préparer des évaluations, donc l'acquisition d'un titre, d'une certification, eh bien, on passe par un processus de formation, un parcours de formation qui va venir s'adosser à la certification. Et j'ai oublié de vous dire une chose qui est, parce que je repense à ce qu'on vit aussi en audit sur cette partie-là. Calliope, on vient certifier une personne morale. Donc, Oui. on vient vraiment certifier l'organisme de formation. On ne vient pas certifier des formations en tant que telles. C'est important de le comprendre. Alors que sur la partie certification RS ou RNCP, là, on va plus être limite sur la personne et sur la formation, bien évidemment. Donc voilà, c'est les deux. C'est aussi deux visus vraiment différentes. Oui, totalement. Merci pour la précision. Ouais. Et dernier petit détail, si on parle du volet financier, parce que bon, c'est quand même aussi une question, c'est que Calliope permet de financer, enfin aux bénéficiaires, de faire financer leur formation via par exemple les OPCO, alors que le RS-RNCP peut se faire financer par le CPF. Il y a une petite différence souvent, il y a une confusion, on pense que voilà, Calliope, on peut avoir accès au financement CPF. Je sais que ce n'est pas la question principale, mais enfin c'est quand même une question, voilà, une réalité terrain. Ça reste un peu un des nerfs de la guerre, on va dire. Voilà, donc... exactement. Totalement. Et ben, alors du coup, parfait pour la transition, puisque voilà, si on fait une petite précision relative à ce qu'est un parcours de formation certifiant. Alors déjà, qui est concerné, donc qui est impliqué sur un parcours de formation certifiant, eh bien, on a un certificateur et ou un partenaire habilité. Un certificateur, c'est un organisme qui est d'ailleurs pas nécessairement un organisme de formation. Ils le sont la plupart du temps, mais c'est pas, en soi, c'est pas une obligation. C'est un organisme qui a fait une demande d'enregistrement et qui l'a été, qui a été enregistré auprès du RS, alors RSCH ou RNCP, donc l'un des deux répertoires de France Compétences. Il peut s'agir également d'un partenaire habilité, c'est-à-dire cette fois d'un organisme de formation qui a fait une demande auprès du certificateur pour être habilité, reconnu en tant que partenaire et qui de ce fait, alors là, si on le vulgarise, et qui aura le droit tout simplement de louer ou d'accéder à cette certification et ainsi
à condition d'être certifié Calliope également, Mhm. de donner l'accès, enfin de rendre ces parcours de formation adossés à une certification éligibles au CPF. Voilà, donc encore une fois, c'est très résumé au niveau du process. Voilà, et donc ce qu'implique l'inscription à un parcours dit certifiant, c'est de passer la certification. C'est-à-dire que dès lors que je suis un organisme de formation qui prépare à une certification, eh bien, il faut que mes apprenants qui, à la fin de leur parcours, ne sont plus des apprenants, ils deviennent des candidats, eh bien, ils doivent passer les évaluations de compétences. Ça, c'est un point qui est très, très important, hein, notamment au regard des exigences de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, tout ça fait qu'il va falloir observer en détail ce qui se passe dans le référentiel national qualité dit Calliope pour, déjà pour ne pas se prendre de non-conformité, hein, ça commence un peu par là, et puis aussi pour, et c'est ça en fait le fondement, hein, répondre aux exigences légales, réglementaires, auxquelles sont soumis les prestataires. Voilà, donc l'objectif général de notre RNQ, c'est de garantir la qualité des processus déployés par les prestataires. Prestataires, personnes morales, hein, comme tu l'as dit Nicolas, puisque ce sont c'est bien l'OF qui est certifié Calliope, non pas un programme de formation ou encore moins un formateur. Ouais, le certificat, il est vraiment lié au numéro de déclaration d'activité et donc aux sirènes. Ouais. Tout à fait. Bon, là, très rapidement, RS, RNCP, alors juste pour situer, si parmi vous, il y a des organismes de formation qui ne sont pas encore partenaires habilités et qui souhaitent l'être et qui ne savent pas encore exactement les différences, voilà, donc sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on a pas mal de choses à dire. Le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, c'est un répertoire qui encadre les métiers. Donc, par exemple, le métier de data scientist, de toiletteur canin, de cuisinier, enfin voilà, j'en passe. Hein. Ce sont des métiers, donc ceux-là se retrouvent au RNCP, et donc les référentiels RNCP sont composés de plusieurs blocs de compétences, et la somme de ces blocs de compétences permet de délivrer un titre, donc inscrit à ce répertoire. Le RS, en revanche, répertoire spécifique, alors le vrai nom c'est RSCH, répertoire spécifique des habilitations, des certifications, mais bon, RS, lui, il va cibler des compétences complémentaires ou transversales. Alors, si on fait un bref résumé, des compétences complémentaires à un métier, eh bien, on va avoir des référentiels. Bon, je parlais tout à l'heure du métier de cuisinier. Eh bien, le cuisinier qui est enregistré au RNCP va peut-être à un moment donné vouloir ajouter des cordes à son arc et passer une certification pour intégrer dans ses pratiques des notions de transition écologique, de développement durable, de prise en compte de gestes éco-responsables pour notamment faire des économies et être un acteur de la RSE à part entière. Donc, je vous parle de ça parce qu'il y a une certification qui est enregistrée en ce sens au RS. Et donc là, on est sur de la compétence complémentaire. Et quand on parle de compétences transversales, eh bien là, par exemple, on va parler de compétences en informatique ou en langue, qui est une compétence qui peut servir à plusieurs métiers, d'où le mot transversal. Voilà, je ne vais pas plus loin sur ce point-là. C'est simplement pour situer. Et donc, quand vous êtes organisme de formation et que vous souhaitez proposer des parcours certifiants, eh bien, vos parcours, ils devront être adossés soit à une certification RS, soit à une certification RNCP, ou peut-être que vous allez avoir les deux qui vont être représentés dans votre catalogue de formation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser au fur et à mesure, hein, je le rappelle dans le chat. Alors, passons maintenant au vif du sujet. Avec notre RNQ, avec les différents critères et indicateurs, hein, donc là, je pense que tout le monde est à peu près au fait là-dessus. On a un référentiel avec un certain nombre de critères qui eux-mêmes comportent un certain nombre d'indicateurs. On ne va pas tous les passer en revue. Et d'une, on n'aurait pas le temps, puis en plus, tous les indicateurs ne sont pas à l'ordre du jour. On va simplement observer ceux qui font mention du RS et du RNCP, sachant que faut savoir aussi lire un peu entre les lignes et parfois il y a des indicateurs sur lesquels il n'y a pas forcément de manière aussi explicite des mentions qui sont faites au répertoire, et pourtant il faut aussi en tenir compte.
Dans le critère 1, qui concerne l'information du public sur les prestations et résultats obtenus, on a un premier indicateur, diffusion d'une information accessible et exhaustive, c'est-à-dire détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. Alors, Angéline, toi, par exemple, en tant qu'auditrice, quelle est ta démarche? Comment est-ce que tu procèdes quand tu audites? Pour cet indicateur 1, c'est donc la communication aux futurs bénéficiaires, hein, donc c'est au public. Des fois, il y a cette notion qui est un petit peu oubliée en certains OF ou certificateurs ou partenaires communiquent bien après. Alors, c'est bien en amont dont on parle ici, c'est l'indicateur 1. Donc, des choses qu'on va vérifier si on parle de certification, c'est qu'on ait bien le libellé exact de la certification, qu'on ait bien le code aussi RNCP RS. Alors ça, parfois, on voit que c'est ce genre de petit détail qui est oublié. Le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Le RNQ a statué sur le fait que ça soit la date d'enregistrement et pas la date de fin d'enregistrement. Mais bon, voilà. Donc ça, ce sont des impondérables. Ça, c'est systématiquement vérifié. Donc, après, comment faire pour mentionner ça, soit sur son site, par exemple, soit avec un lien, c'est ce qui est mentionné notamment sur la slide ici, un lien qui renverrait à la fiche RS ou RNCP, et vérifier que ce lien fonctionne. Parce que parfois, alors c'est les petits aléas, c'est qu'on se retrouve en audit avec oui, j'ai mon lien ici, tout va bien, je pense avoir toutes les informations puisque c'est en lien avec la fiche du certificateur, mais le lien est obsolète. Voilà. Ça arrive assez régulièrement. Bon, voilà, ça c'est un vécu en tout cas. Un petit détail, mais voilà, c'est des choses que voilà, on vérifie régulièrement. Oui, bah, tout à fait d'accord. Nous, c'est exactement aussi les remontées qu'on a de la part des auditeurs, hein, le point souvent. Donc il y a quatre, comme le disait Angéline, hein, il y a 4 points qui sont importants: la partie libellée, le code, le nom du certificateur et la date d'enregistrement. Et souvent, on en retrouve 2, 3, mais pas la totalité. Après, on n'a pas forcément le lien avec comment dirais-je, l'affiche sur France Compétences, mais c'est vrai que pour le client, c'est assez facile. Une fois qu'il a le code, faut dire que sur France Compétences, c'est très clair. On rentre le code et là, tout de suite, on voit direct est-ce que c'est encore actif ou pas, parce que c'est marqué, je crois, tout en haut de la page. Si c'est actif, le libellé exact, et puis là, il peut aller chercher comme il veut les informations qu'il recherche. Mais effectivement, deuxième point, c'est là, il est prospect, hein. Donc, on ne donne pas l'information qu'aux clients. Évidemment, il faut la fournir aussi à tous les prospects. Exactement. Hein, alors, l'idée pour le prospect, c'est quoi? On est vraiment dans cette notion même de donner accès à une information exhaustive, complète, exhaustive. Voilà, il faut vraiment que si moi je suis donc potentiel client de l'OF, eh bien, quand je vais me balader alors sur son site internet ou sur ses supports, enfin voilà, il faut que je puisse très clairement identifier quelle est la certification préparée. Et puis les informations relatives à cette certification, ne serait-ce que est-ce qu'elle est toujours vivante, donc en traduction active, c'est une fiche active ou inactive, et donc le meilleur moyen de le vérifier, c'est d'avoir ce lien qui propulse vers le site de France Compétences où toutes les informations sont clairement exposées. Après, entre nous, dans les faits, quand on est prospect, je ne suis pas sûre qu'on ait bien la notion de qu'est-ce que c'est que le RS, qu'est-ce que c'est que le RNCP, mais en tout cas, il faut que l'information elle soit là et qu'elle soit accessible et qu'on puisse les consulter. En tout cas, ça donne. Oui, tu as raison, Katharina. Par contre, ce qu'on retrouve souvent, enfin, dans les questions que des prospects justement ou des futurs bénéficiaires se posent, c'est est-ce que c'est certifiant? Donc, si on n'a pas l'information complète, il y a un doute qui s'installe. Est-ce que je vais bien être certifié au bout de mon parcours de formation? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, notamment vis-à-vis du CPF, puisque ne peuvent être éligibles au CPF que des formations certifiantes, ça, de plus en plus, c'est quelque chose que le client a en tête et voilà, tant qu'à faire, certains veulent mobiliser leurs fonds et donc pour eux, c'est important de le savoir.
Je passe à l'indicateur suivant, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on revienne sur d'autres, sur les indicateurs précédents, évidemment, on peut le faire à tout moment. Toujours dans ce premier critère, du coup, on a l'indicateur 3 aussi, qui concerne cette fois la diffusion des résultats des certifications professionnelles. Là, il y a des obligations hein, qui sont clairement énoncées, à savoir indiquer le taux d'obtention des certifications préparées, mentionner les possibilités de validation par bloc de compétences pour du RNCP, j'aime beaucoup celui-là, fournir des informations sur les débouchés, les équivalences et les passerelles vers d'autres certifications. Et alors là, pour certains, peut-être que ça commence à devenir un petit peu du chinois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour clarifier ici? Angéline? Ouais, moi j'ai des choses à dire, hein, si vous voulez. J'allais dire Nicolas. Nous chez Evolve, en tout cas, hein, concernant l'indicateur 3, je vais pas vous mentir, on a souvent des non-conformités sur celui-ci, et souvent elles résident sur la partie indiquée, le taux d'obtention des certifications préparées. Mais là, on entend bien par certification, c'est-à-dire que si vous avez un nombre de certifications, si vous en avez 10, 20, il faut bien les prendre une à une et communiquer sur ce taux d'obtention par certification. Ce qu'on retrouve parfois, c'est que y a une communication qui est faite, mais de manière avec une moyenne sur l'ensemble des certifications qui sont dispensées. Donc voilà, c'est là où souvent, nous, en tout cas, en tant qu'organisme de certification, on a des remontées de non-conformité. On l'a pas dit tout à l'heure, mais une non-conformité, ne prenez pas peur, c'est pas la catastrophe. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une non-conformité que vous n'allez pas obtenir la certification Calliope. Hein, c'est un écart par rapport au référentiel, et dans les modalités qui sont offertes par les organismes de certification, vous avez un temps pour résoudre cet écart hein, et pour pouvoir revenir dessus et être conforme. Voilà. Un autre élément aussi important, c'est les indicateurs d'insertion globale dans l'emploi et dans le métier visé. Alors, global dans l'emploi, c'est une nouveauté de la version 8 de Calliope qu'on a eu en 2024. Et donc ça, c'est parfois un élément manquant. On va avoir effectivement le taux d'insertion dans le métier visé, mais pas le taux d'insertion dans l'emploi en général. Donc ces informations, si on peut donner un petit tips, hein, elles sont assez faciles à trouver. On peut retrouver ça sur la fiche web, sur la fiche RNCP web du certificateur. Oui. Après, rien n'empêche, alors j'ai vu ça très récemment lors d'un audit, un OF qui avait de très 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 bons résultats sur la certification sur laquelle il était habilité, même de meilleurs résultats dans l'insertion dans l'emploi dans sa globalité et dans l'insertion dans le métier. Et donc, il a mis les deux données. Mais c'est génial, au contraire. C'est ça, tout à fait. C'était très valorisant pour lui. En plus, dans la région, voilà, il y avait très peu de concurrents. Donc, c'est vrai que c'était un élément intéressant. Donc, ne pas hésiter à en mettre plus plutôt que d'en mettre moins. Exactement. Au passage, on a une petite question d'Apolline qui dit « Sauf erreur de ma part, l'indicateur ne concerne que le RNCP et pas le RS. » Oui, effectivement. Effectivement, ouais. Voilà. Donc, quand on parle de certification, c'est au répertoire national des certifications professionnelles. Et voilà. Et nous, on l'a. Donc, si je reviens sur indiquer les taux d'obtention des certifications préparées, on l'avait eu effectivement sur un acteur assez grand et qui avait plusieurs titres RNCP et donc qui communiquait pas forcément par titre, quoi. Au niveau de ces taux d'obtention. Voilà, donc ça, effectivement, hyper important. Et aussi un détail important, c'est justement ce taux d'obtention de certification préparée, ça doit être mis à jour. Oui. Et la fréquence, ça paraît logique, mais on se retrouve parfois avec des données qui sont pas mises à jour. Donc la fréquence, elle n'est pas déterminée par le RNQ. La fréquence est choisie par exemple l'OF habilité, mais il faut que ça soit, voilà, il faut qu'il y ait déterminer cette fréquence et mise à jour régulièrement. Ok, donc par exemple, soit une procédure, soit, ou en tout cas, il faut clairement afficher la date de dernière mise à jour, par exemple, oui.
pour encore une fois, on ne soit pas face à des informations qui, certes, pourraient être complètes, mais obsolètes. Alors là, pour le coup, ce serait quand même assez malvenu. J'allais dire quelque chose et puis ça m'a échappé. C'est pas grave, ça reviendra. Ah oui, juste pour fournir les informations sur les débouchés, les équivalences et les passerelles vers d'autres certifications. Ça aussi, alors notamment les certificateurs ont pour obligation de faire une analyse comparative bloc à bloc de chacune des certifications. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de montrer. Voilà, dès lors que si tel bloc est validé dans cette telle certification, on peut faire une équivalence selon les cas. Alors là, je prends beaucoup de gants dans ce que je dis, mais peut-être reconnu sur d'autres certifications, ça dépend des cas, etc. Mais ça fait partie des choses qu'on peut mettre en avant. Et les débouchés, bien entendu, parce que voilà, selon le métier préparé par la formation, il faut bien aussi, comment dire, donner une information, encore une fois, exhaustive sur ce à quoi va permettre d'accéder cette formation. Quel métier, quel poste, quelle fonction au sein de l'entreprise. On a vu dans certains métiers des filières complètement bouchées avec souvent des jeunes qui se lancent là-dedans parce que le nom est joli, parce que c'est inspirant, et puis après, une fois arrivé sur le marché du travail, se retrouver face à des situations un peu plus complexes. Donc, encore une fois, ça fait partie des choses qu'il faut mettre en avant. Tout ça, ça a du sens quand on se met en fait dans la peau de celui qui cherche voilà, un parcours certifiant, qui cherche à faire évoluer éventuellement sa carrière ou à commencer sa carrière. Tout ça, ça a du sens si on se met de ce point de vue-là. Des fois, il faut quitter la casquette OF ou OC, organisme certificateur, et se mettre dans la peau de celui qui a besoin d'avoir toutes ces informations pour prendre une décision. Le bénéficiaire au cœur du système. Voilà, je pense que vraiment la clé est là. Petite question de Sonia. Bonjour, comment identifier un métier d'une activité complémentaire? Pour choisir entre RNCP et RS, parfois c'est subtil. Exemple, assistant formation pour qui n'a pas de code ROM. Pardon, merci pour la correction, Sonia. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question, je relis. Métier, une activité complémentaire. Pour choisir entre RNCP et RS, parfois c'est subtil. Ah, vous voulez dire, alors, en tant qu'OF, pour choisir si on veut devenir partenaire habilité sur un RNCP ou un RS, peut-être. Alors, assistant de formation, alors, déjà, vous pouvez avoir un premier élément de réponse dans l'intitulé même, en fait, là, par exemple, en l'occurrence, vous parlez de assistant de formation. Donc, est-ce que on veut former à des compétences complémentaires pour assurer des missions d'assistance ou d'assistanat, je ne sais pas trop quel terme utiliser, de formation, ou pour assurer des missions de référent, par exemple, de formation, auquel cas on a des certifications qui sont enregistrées au RS, ou est-ce qu'on va considérer que c'est un métier à part entière et qui va devoir être structuré autour de plusieurs blocs de compétences, et auquel cas on sera sur du RNCP. Alors là, voilà, vous avez complété, merci beaucoup pour votre rapport, pour déposer un titre donc au RNCP ou au RS, donc une certif. Là, ça mériterait si vous le souhaitez, qu'on échange et vraiment qu'on explore toutes les facettes et jusqu'où vous allez en fait dans les compétences transmises pour bien vérifier le périmètre. Déjà, de par la cible, à qui s'adresse cette certification, comment elle est mise en œuvre, et puis et voir effectivement si on est sur l'un ou l'autre répertoire. Voilà. Ce qu'on peut dire de façon aussi positive, c'est que parfois on a des nouveaux métiers qui apparaissent. Oui. Avec justement des RNCP qui alors pas une thématique, mais pour le coup ont bien prouvé, voilà, après on rentre dans un autre sujet, mais qui a donné les arguments suffisamment nécessaires et prouvé qu'un nouveau métier est en train de naître et qu'il a toute sa place dans le répertoire RNCP. Tout à fait. Et donc là, par contre, il faudra bien l'argumenter, mais au contraire, et c'est ça qui est hyper intéressant, enfin en tout cas je pense dans nos métiers respectifs, c'est qu'on assiste, on observe et on contribue à façonner, alors à notre toute petite échelle, tout petit niveau, mais à façonner c'est soit l'évolution des métiers, soit l'apparition des nouveaux métiers. Et c'est
Au contraire, hein, c'est une très bonne chose, que ce soit des métiers ou des compétences complémentaires d'ailleurs. Ok. Passons à présent du côté du critère 2, objectif et adaptation des prestations au public bénéficiaire. Donc, là, on a un indicateur, donc le numéro 5, qui porte sur la définition des objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Et donc là, parmi les obligations qui incombent à l'OF, eh bien, pour les formations certifiantes, il faut que les objectifs soient conformes aux objectifs fixés par la certification inscrite donc, à l'un des 2 répertoires. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on traduit ça? Je vous laisse la parole, hein, moi j'en profite aujourd'hui. Mais corrélation explicite, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le référentiel de la certification et puis on va le comparer aux objectifs qui ont été fournis sur le programme, sur le site internet, sur tout support qui serait communiqué en fait aux bénéficiaires. Voilà. Ça, c'est le travail de l'organisme, j'allais dire, de certification. On fait la comparaison pour s'assurer que c'est bien, il y a bien un lien et que le lien, il n'est pas éloigné. On voit bien que ce sont exactement les objectifs de la certification. Alors ça, c'est effectivement hyper important. Alors, là encore une fois, je vais ouvrir le parapluie sur ce que je vais dire, mais pardon, je ne vais pas mettre trop de filtres. Il est arrivé, et il arrive encore, que certains organismes de formation, sous couvert d'un intitulé, donc d'un code RS RNCP d'une certification X, fassent une formation Y. Voilà. Bon, il y a plein de secteurs dans lesquels on a vu ça. Alors parfois, simplement, pour essayer de faire rentrer un petit peu en force au chausse-pied ou parfois de manière complètement décalée, un programme de formation qui n'a strictement pas grand-chose à voir avec l'intitulé de la certification, simplement parce que ça va donner lieu à des prises en charge par le CPF. Voilà. Donc là, Calliope finalement borde aussi cet aspect-là, et c'est tant mieux, et c'est très bien, ne serait-ce que pour éviter, encore une fois, notre bénéficiaire, qui doit être au cœur du système, de se retrouver avec un contenu de formation qui n'a rien à voir avec ce qu'il voulait au départ. Et même si parfois ça pourrait l'arranger un point de vue portefeuille, encore une fois, attention à bien respecter la législation, parce qu'en cas de contrôle, c'est pas très drôle. Donc voilà, faut bien s'y tenir, et donc cet indicateur 5, il est notamment, entre autres, porté sur cet aspect-là. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi mentionner le fait qu'il y a des épreuves certificatives et qu'en tant qu'OF, on s'engage, à partir du moment où on propose des formations certifiantes, à ce que les candidats s'inscrivent aux épreuves et qu'ils les passent. Alors après, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, on ne peut pas toujours aller vérifier que nos apprenants soient bien allés jusque devant le jury, mais n'empêche qu'en tout cas, il faut le sensibiliser, par exemple lui envoyer un mail, un rappel, quelque chose pour lui dire souvenez-vous, attention, à la fin, voilà, vous avez des épreuves à passer, J moins temps pour vous inscrire. Enfin voilà, en tout cas, encore une fois, il faut organiser un peu le tunnel pour le guider jusqu'à la certification. Globalement, nous, si on fait un retour d'expérience sur ce qu'on a eu sur les audits, mais encore une fois, on n'est pas l'organisme de certification le plus gros de la place sur Calliope, mais en tout cas sur cet indicateur-là, jusqu'à présent, on a, j'allais dire, dans 90-95% des cas, eu des organismes de formation qui effectivement avaient des certifications qu'ils avaient eux-mêmes développées. Ou qui étaient peu nombreux finalement à utiliser ce type de certification et qui reprenaient de façon très lisible et très transparente les objectifs de la formation. Voilà. Finalement, c'est le plus simple. Je dis ça pour le moment. Oui. Voilà. Oui. C'est le plus simple. Après, on verra par la suite parce qu'il y a des indicateurs qui sont un peu cousins. On en reparlera un petit peu avec le tableau croisé, tout ça. Mais c'est vrai que le plus simple, finalement, pour s'assurer, c'est en quelque sorte, alors je mets des guillemets aussi, une sorte de copier-coller, mais c'est la façon de s'assurer qu'on est bien dans les clous avec les mêmes objectifs, parce qu'en plus, ils sont bien opérationnels, puisqu'une certification,
voilà, les compétences ont été vraiment bien travaillées, donc c'est bien opérationnel et du coup bien évaluable. Alors, il y a les certifications de fin, effectivement, avec la certification en question, mais rien n'empêche d'avoir des évaluations formatives, de préparer nos bénéficiaires avec des évaluations et qui seront faciles à mettre en place puisque les objectifs sont bien opérationnels et collent bien au référentiel. Exactement. Donc, passons à présent à l'indicateur 6 sur les contenus et modalités de mise en œuvre de la prestation qui doivent être adaptés aux objectifs définis et au public bénéficiaire. Donc là, l'obligation, c'est de démontrer la cohérence entre le contenu de la prestation et les objectifs inscrits dans le référentiel de certification RSRNCP. Alors ça, il me semble, alors peut-être qu'à titre perso, enfin voilà, dans certains accompagnements, j'ai peut-être pu voir qu'il y avait des petites difficultés sur cet indicateur-là. Je ne sais pas si vous avez pu les observer également. Bon, là, évidemment, ce qui est annoncé ici, ce sont des exemples de preuves et ça ne reste que des exemples. C'est pas, alors là, pour le coup, voilà, hein, c'est pas du tout exhaustif. Vous pouvez, il y a des adaptations parfois à faire peut-être au cas par cas, mais on peut tout à fait imaginer une progression pédagogique qui est toujours prévisionnelle. Hein, progression pédagogique, c'est rare qu'elle soit déployée à la minute près. On sait que dans un contexte de formation, en fonction des personnes qu'on a en face de nous, enfin voilà, des dynamiques, etc. Parfois, il y a des petits décalages. Mais en tout cas, dans cette progression pédagogique prévisionnelle, on va indiquer alors, les blocs, les activités, les compétences du référentiel qui vont être couverts par les apprentissages. Et donc, ça va donner une espèce soit de tableau croisé, soit voilà, mettre en face de chaque élément du référentiel du certificateur les modules de formation qui vont être déroulés hein, de façon, encore une fois, voilà, soit à éviter d'omettre certains passages, parce qu'on pourrait imaginer aussi la situation d'un apprenant qui se retrouve le jour de l'examen face à des questions qui n'auraient pas été abordées pendant la formation, ce sera un petit peu embêtant, ou avec des contenus de formation qui, alors volontairement ou involontairement, encore une fois, seraient en décalage avec la certification. Voilà. Le RNQ fait également mention de traces d'ateliers collectifs d'explicitation de l'expérience. Bon, ben voilà, ça peut être une modalité, mais après, il n'y a rien d'exhaustif là-dessus. Mais voilà, en tout cas, moi, je disais vraiment à titre perso, j'ai pu observer que parfois, ça fait partie des points qui pouvaient donner lieu à des petites difficultés. Donc voilà, il convient d'y passer un petit peu de temps. Ouais, celui-là, il est vraiment lié à l'ingénierie pédagogique, effectivement. Quand ils vont développer les séquences et dérouler, etc. On constate, nous, sur le terrain, que justement le minutage ou le phasage en fait de chacun des déroulés ou séquences ou des fois ça porte des noms qui sont synopsis, etc. qui sont bien différents, mais peu importe, l'idée c'est d'avoir qu'est-ce qui est enseigné, combien de temps ça va durer, quel type d'évaluation. Souvent, il est mentionné aussi qu'on a quel type d'évaluation en cours de formation on peut avoir. Nous, ce qu'on regarde, c'est la cohérence vis-à-vis des objectifs. Et j'allais dire peut-être aussi un petit peu plus loin en allant non seulement voir la cohérence vis-à-vis des objectifs, mais aussi que ça emmène bien, ça prépare bien à la certification. Voilà. L'idée, c'est d'aller jusque-là. Donc, Exactement. Je crois que j'étais passée à côté d'un... Alors, c'était pas une question... Ah oui, Alexandra. Et pourtant, le certificateur... oui, les certifs sont toujours reconduits. Oui, pardon, c'est par rapport à les échanges qu'on avait précédemment. Oui, bon. Alors, ça c'est un autre débat, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il y a des certifications sur lesquelles, bon, parfois, on s'interroge entre l'application qui en est faite et le fait qu'elles existent toujours. Mais bon, ça, c'est pas du tout de notre ressort. Daniel, Ah oui, pardon. Vous pouvez répondre à notre question dans l'onglet sondage juste en dessous de l'onglet chat. Oui, vous avez des petits sondages qui vous sont adressés en parallèle de ce que l'on dit. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous aidera aussi grandement à construire des supports et
et réaliser des apports qui ont du sens et qui soient vraiment conformes à vos attentes. Passons à l'indicateur 7. Je me suis perdue. Oui, l'indicateur 7, adéquation du contenu. Alors cette fois, on est sur les contenus de formation qui doivent être adéquats aux certifications visées. Bon, on est toujours, je pense que c'est ce que tu disais, Angéline, à propos des indicateurs cousins. Oui. Voilà, donc là, avec l'obligation d'adéquation entre les contenus de formation et les exigences du référentiel. Et donc, bon, ben voilà. Finalement, il ressemble. Oui, voilà. Non, mais Katharina, tu as complètement raison. En fait, il ressemble un peu au 6, hein, mais il est dédié complètement. Par contre, cet indicateur est dédié aux formations certifiantes. C'est-à-dire que cet indicateur n'est pas audité si vous avez, voilà, si un OF propose des prestations non certifiantes. Si vous êtes habilité ou si vous êtes organisme certificateur, vous serez forcément audité sur cet indicateur. Donc, c'est montrer cette adéquation. C'est là qu'on va retrouver. Alors voilà, des fois on l'aime pas trop ce tableau croisé, mais c'est un des exemples de preuve. On le trouve un petit peu démodé, mais finalement c'est un outil très simple. Voilà, moi je le plébiscite bien parce qu'en fait c'est très simple. On a nos objectifs, on a notre contenu et ça permet vraiment d'être un vrai guide pour s'assurer qu'on correspond bien aux attentes du certificateur en termes d'objectifs, que nos modules vont bien nous mener à l'endroit où on veut. Alors, comme on l'a dit, ça ressemble un peu au 6, mais pas complètement. Ouais. Tiens, et d'ailleurs, une question, moi, qui revient souvent à mes oreilles, c'est, oui, mais est-ce que l'auditeur, il a les compétences, la légitimité, ou en tout cas la connaissance, par exemple, sur un référentiel hyper technique, bon, je parlais tout à l'heure de data scientist, voilà, est-ce qu'il est en mesure d'estimer que notre contenu de formation, il est pertinent? Alors, bonne question. Voilà, alors, peut-être que je ne veux pas trop m'avancer sur la réponse peut-être que vous allez apporter, mais encore une fois, il s'agit de vérifier l'adéquation entre le contenu de la formation et le cadre qu'impose la certification. L'auditeur n'est pas là pour remettre en question la qualité et vraiment la pertinence de ce que contient la formation, tout simplement parce qu'il n'est pas forcément expert sur le sujet que vous allez traiter. Donc là aussi, il y a une nuance à apporter par rapport à ça. Oui, complètement, oui. On n'a pas c'était une question dès le départ, d'ailleurs, de Calliope. Pourquoi vous n'êtes pas en fond de salle? Pourquoi vous analysez pas les supports? Pourquoi? Et c'est très complexe parce qu'on vient balayer quand même toutes les activités qu'on peut avoir en formation et avoir des auditeurs qui seraient qualifiés par secteur d'activité. Bon, nous, on l'a dans le cadre de l'ISO, par exemple. C'est une autre mécanique, quoi. C'est une autre mécanique et c'est pas propre à la partie certification de service comme on l'entend pour Calliope. Donc effectivement, nous on vient vérifier l'adéquation entre le contenu finalement qui est dédié aux compétences qui sont ciblées par le référentiel et on regarde la cohérence avec ce que je disais tout à l'heure, les épreuves de certification, quoi. Et on reste sur ce. Alors, on peut juger j'allais dire, de toute façon, quand on émet un constat en tant qu'organisme de certification, on doit dire pourquoi. Qu'est-ce qu'on a constaté factuellement? On a constaté qu'il était abordé dans tel bloc, j'en sais rien, telle matière, et que pour nous, ce n'est pas cohérent avec l'adéquation qu'on a pu voir dans le référentiel. Donc dans ce cas-là, on le met dans le rapport de toute façon de manière très factuelle, et j'allais dire, on va aller pointer l'inadéquation. D'accord, on va aller vraiment, si on constate qu'il y a une inadéquation, on va le mettre dans le rapport et là, ça fera l'objet d'une non-conformité. Après, on sera pas dans un détail hyper fin, quoi. Là, on est d'accord, on n'aura pas cette capacité pour aller à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que sinon, on irait regarder le support de formation, on serait effectivement expert métier, et là, en plus, on sort de la posture de l'auditeur. On viendrait juger sur la qualité du support, des informations données, ce qui n'est pas du tout le but de cet audit-là. Ce qui pourrait être subjectif aussi. Exactement. Par contre, c'est vrai que l'expertise métier d'auditeur, avec le temps,
on voit bien les mécaniques, on voit bien là où ça a du sens ou là où ça n'en a, et là où ça n'en a pas. Donc, on voit bien où ça cloche. Ça, avec le temps, on n'a pas besoin de connaître le métier pour voir qu'effectivement, c'est incohérent. Et puis, il suffit de poser quelques questions et tout de suite, on voit en face de nous si la personne a réponse à nos questions ou ne les a pas. Ça se voit très, très rapidement. Et c'est là que, quand on voit que la personne n'est pas en mesure de répondre, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est dissonant dans dans leur création de contenu. Et c'est là que on va creuser d'ailleurs davantage et peut-être effectivement pointer sur une inadéquation. Voilà, bon. S'il n'y avait pas, alors là, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est une modalité qui est communiquée par tous les organismes certificateurs. Le client, enfin la personne qui est auditée peut faire appel d'une décision ou de quelque chose. Hein. Donc, c'est pour ça que l'organisme de certification doit être très factuel quand il émet une non-conformité. On doit savoir sur quoi il s'est basé, bien comprendre pourquoi il y a non-conformité, et voilà, ça doit être clair, et on doit faire comprendre l'écart aux candidats à la certification. Juste pour un exemple, pour l'avoir vu aussi en audit, délayer du chocolat, voilà, pour un artisan chocolatier qui avait une formation sur voilà, la transformation de la fève au cacao, mais qui en parallèle aurait une activité où on va simplement regarder l'histoire du chocolat. Il n'y a pas besoin de connaître le métier pour se rendre compte qu'il y a inadéquation. C'est juste un exemple très simple, mais voilà, sans rentrer dans le… Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces illustrations et ces retours, c'est précieux. Ok, je regarde l'heure, j'enchaîne, parce qu'il nous reste un quart d'heure et encore des indicateurs à passer en revue. Alors, l'indicateur 8 concerne cette fois le positionnement et l'évaluation à l'entrée de la formation. Et donc là, les obligations portent sur le fait d'assurer que les prérequis des apprenants soient cohérents avec ceux qui sont définis par la certification RSRNCP et de mettre en place un positionnement clair pour évaluer les acquis à l'entrée. Par exemple, dans l'analyse des besoins, ou alors après, peu importe comment c'est structuré, formalisé. Mais là, l'idée, c'est si dans le cadre d'une certification, il y a un prérequis de niveau, une condition, je sais pas, par exemple, d'un certain nombre d'années d'expérience dans tel domaine, etc. Voilà, c'est autant de choses qu'on doit pouvoir retrouver à l'entrée de la formation. Il faut bien prévenir aussi l'apprenant. Parce que sinon, quel est le risque que l'on prend? Ok, l'apprenant, il va suivre la formation, et puis quand il va se présenter à l'inscription à la certification, si elle n'a pas été faite dès l'inscription à la formation, on va lui dire, en fait, vous avez fait cette formation pour rien, parce que vous n'allez pas pouvoir passer les épreuves. C'est plutôt embêtant. Voilà, donc la formalisation de la prise en compte des prérequis, hyper importante. Là, si vous êtes OF partenaire habilité, ou sur le point de l'être, échangez bien avec le certificateur pour bien comprendre et intégrer ses attentes en termes de prérequis. Quelque part, c'est lui qui mène la danse, et c'est lui qui va dire, voilà, moi, mes exigences, elles sont là, ou peut-être qu'il n'y a pas forcément de prérequis de niveau, mais d'autres prérequis ou pas, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, c'est de vérifier ce point-là pour, encore une fois, pas se retrouver en décalage avec ses exigences, tout simplement. Ouais, tout à fait. Nous, on a eu des remontées, des remontées d'équivalence, par exemple, de prérequis. Si je prends un exemple, c'est on demande un diplôme, et des fois, on a des bénéficiaires qui vont pas forcément chercher leur diplôme. Et là, c'est de savoir, est-ce que les 2 semestres, bulletins de notes des semestres, vont compenser le diplôme ou pas. Enfin, c'est des choses comme ça, quoi, qui sont parfois, des fois, assez simples, mais qui sont vraiment utiles, et il faut vraiment être transparent avec l'organisme de certification, parce que sinon, au bout du compte, c'est le bénéficiaire qui en pâtit. Oui, mais encore et toujours, on en revient toujours au même. C'est voilà, toujours se placer du côté du bénéficiaire pour avoir quelque chose, enfin un parcours le plus fluide possible. Et quand je parle de parcours, c'est pas uniquement de la formation, mais c'est tout ce qui précède et tout ce qui vient aussi en aval.
Dans le critère 3, alors là, hop, on fait des bonds en avant. On a donc dans ce critère 3 qui porte sur la mise en œuvre des prestations et suivi des bénéficiaires, on a l'indicateur 11. J'ai l'impression de jouer au jeu des 7 familles. Dans la famille critère 3, donnez-moi le... Donc le critère 11 qui nous dit de définir des objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Donc, il faut en effet vérifier la performance de la formation au regard des taux de réussite aux certifications. Alors, là, tout simplement, il va falloir communiquer sur les taux de réussite. Autrement dit, par exemple, à la session 2024 de tel certif, on a eu tant de pourcentage de réussite. Ou sur tant d'inscrits, il y a eu tant de certifications délivrées. Enfin voilà, bref. D'ailleurs, tiens, on parle de taux de réussite. Est-ce que c'est forcément exprimé en taux, en pourcentage, ou est-ce qu'on peut l'exprimer tout simplement en nombre? Enfin, là, d'un coup, c'est une question qui me vient. Peu importe, en fait, parce que le taux, on peut oui, l'exprimer. comme c'est un taux, en fait, on va retrouver des patates sur des patates ou des carottes sur des carottes et normalement, dans 99% des cas, un pourcentage. C'est en lien avec cette partie-là. Ouais. C'est en lien avec l'indicateur 3. Hein. Ouais, on voit, hein, tout se tient. Ouais. C'est aussi en lien avec l'indicateur 5 qui est sur les objectifs opérationnels. Puisqu'on a des évaluations. Si on a des objectifs opérationnels, on a bien des épreuves évaluatives. Totalement. Voilà. Alors, je viens de voir, je vais peut-être passer à côté de 2 questions. Alors, Delphine qui nous dit, pour organiser des sessions d'examen sur des titres pro en tant qu'organisme de formation, l'agrément de la DRETS est désormais obligatoire. Dans ce cadre, faut-il faire une demande sur le RNCP ou juste respecter les titres déjà existants? Alors, le mieux est de se rapprocher du certificateur. Le certificateur, sur les enregistrements dits de droit, peuvent être en tout cas des ministères. Rapprochez-vous du ministère ou, enfin bref, du certificateur pour connaître au cas par cas ces exigences en termes d'habilitation. Parce que parfois, il y a tout un process d'habilitation à faire. Alors, par différents moyens, soit par des plateformes, soit en contactant directement et parfois, ce n'est pas le cas, mais là, vraiment, faites la démarche de vous renseigner au cas par cas, parce que en fait, il n'y a pas de... C'est la fameuse réponse que je redoute de vous apporter, mais qui est claire, ça dépend. Voilà. Donc voilà, vraiment, au cas par cas, il faut se rapprocher des certificateurs. Ensuite, Coralie qui nous demande les durées du grain pédagogique doivent être indiquées en amont de la formation. Alors, j'imagine que la question porte sur alors, ce qu'on peut appeler le séquençage pédagogique, peu importe le nom qu'on lui donne. Moi, je l'ai toujours fait à titre perso, d'indiquer les durées, alors à titre indicatif, bien sûr, les durées. Mais qu'est-ce que vous avez une reco peut-être à ce sujet? Non, je suis assez d'accord. Enfin, moi, en tant que formatrice, c'est ce que je fais aussi. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, de toute façon, l'expérience montre que ça permet d'être justement modulable et en fait de pouvoir gérer, contrôler son temps assez facilement parce que, comme on a dit, chaque besoin, chaque formation est différente, le public est différent et donc ça va permettre de pouvoir moduler, de se dire tiens, je passe plus de temps ici, donc je vais pouvoir réduire un peu après là parce que je sais que j'ai prévu tant de temps, mais j'ai été large. Enfin, toutes ces durées sont importantes. Après, est-ce que c'est une obligation si on parle purement, est-ce que ça serait une non-conformité? Si c'est ça la question. Alors, c'est difficile à dire, il faudrait voir le document en question. Mais c'est vrai que la durée permet de pouvoir clairement montrer comment on s'adapte. Mais je ne dirais pas que c'est tant obligatoire pour la certification que pour Calliope au sens large, avec les formations certifiantes et non certifiantes. Ouais. Peut-être qu'il y a une petite précision dans la question qui... Voilà. Ouais. Faudra voir. Oui, et puis là encore, peut-être que ça va dépendre aussi du certificateur qui, lui, peut poser des conditions en disant vous pouvez délivrer une formation, mais il ne faut pas qu'elle dure moins de temps, et peut-être qu'il va donner aussi un calibrage
compétence par compétence ou module par module, enfin après ça dépend dans quelle langue il s'exprime, en langue certificative ou en langue formative, pour vous donner aussi ces paramètres-là. Donc voilà, c'est à voir. Et en fait, on a aussi une question, donc c'est le taux de réussite à la certification propre à l'OF suite au suivi de la formation au sein de l'OF ou alors d'une manière générale pour la certification. Alors, si on parle de dispositif certificatif, ce sera sur la certification. Voilà. Parce que c'est pas, enfin, si je fais des gros raccourcis, hein, mais c'est pas parce qu'on a fait la formation dans son intégralité, donc qu'on l'a suivi et qu'on a réussi les évaluations formatives, qu'on va réussir la certification. Voilà. Enfin, en principe, la logique voudrait que oui, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, effectivement à préciser. Passons à présent à l'indicateur 16. Qui porte sur le respect des exigences formelles de l'évaluation pour les certifications, avec des obligations concernant le fait d'organiser les examens en conformité avec les exigences définies par le certificateur, de présenter des candidats aux examens conformément aux conditions du certificateur, et d'assurer les conditions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors, on retrouve, oui, bah, là c'est l'indicateur, enfin voilà, c'est notre triptyque. Enfin, on a l'indicateur 16 qui est aussi voilà, dédié aux formations certifiantes. C'est l'indicateur 3, 7, 16, c'est vraiment voilà, les 3 indicateurs qui sont dédiés aux formations certifiantes. Et là, c'est vraiment important. Enfin voilà, Nicolas va rajouter des choses, je suis sûre, de son expérience aussi. Mais des fois, c'est un peu pris à la légère. Si jamais on est habilité donc à former, c'est une chose, mais si on est habilité à former et à organiser les examens, c'est une responsabilité que nous délègue l'organisme certificateur. Il faut savoir que l'organisme certificateur, lui, va vouloir, dans le but de pérenniser aussi sa certification, dans le but d'un renouvellement, par exemple, il va vouloir s'assurer d'une mise en place de qualité de ces épreuves certificatives. Donc, des audits de certificateurs qui viendraient voir comment vous organisez vos épreuves certificatives, c'est très courant. Donc, c'est vraiment quelque chose au-delà de Calliope, parce que là, on ne parle pas de Calliope, hein, d'un audit, par exemple, d'un OC qui viendrait voir comment vous avez déployé vos sessions d'examen. On va au-delà de Calliope. Mais c'est vrai qu'au niveau de Calliope, on va quand même vérifier que, factuellement, tout corrobore, tout est logique. Oui. Nicolas, tu auras certainement quelque chose à ajouter là-dessus. Bah, les exigences, nous, ce qu'on va regarder, hein, oui, c'est qu'on respecte les exigences de l'autorité de certification. Bien souvent, on a ce qu'on regarde, c'est les contrats, les conventions, les arrêtés qu'on vient comparer. Finalement, en fonction des autorisations qu'a l'organisme de formation, parce que si les centres d'examen, bien évidemment, bah, on va aussi, on va le voir un petit peu plus tard. Enfin, on le verra pas sur ces indicateurs-là, mais on va vérifier s'il a des plateaux techniques, qu'il a bien le matériel nécessaire, etc. Bien qu'il soit par ailleurs agréé ou habilité, hein. Ça n'empêche pas. Hein. Mais nous, on vient s'en assurer aussi quand on fait les audits. Et j'allais dire, il y a aussi donc quand ils sont centre d'examen. Après l'examen en tant que tel, c'est assez rare de tomber sur sur un examen le jour de l'audit. Mais ce qu'on va aussi regarder, c'est quelles sont les exigences de l'autorité de certification quand il y a des examens à distance. Est-ce que il faut une bande passante minimale? Enfin, vous voyez des points comme ça, des fois qui peuvent ne pas être forcément vérifiés. Donc voilà. Mais là, encore une fois, en tant qu'organisme de certification, parce que moi je suis vraiment, je représente l'organisme de certification, on vient comparer la réalité à un référentiel, quoi, qui là, par voie de conséquence, n'est plus Calliope, mais voilà, on vient comparer. Exactement. L'indicateur 21, et j'accélère un petit peu parce que je veux pas non plus bloquer tout le monde, mais voilà, c'est très important. Et puis il y a un ajout aussi qu'on fera après qui est hyper important, qui concerne donc cet indicateur 21, la mobilisation et l'évaluation des compétences des intervenants internes, externes, adaptés aux prestations.
Alors après, notamment concernant les parcours VAE, hein, donc là on est sur du RNCP, les accompagnateurs sont formés à l'analyse des référentiels métiers et certifications dont ils ont la charge et à la méthodologie d'accompagnement. Donc là, il s'agit en tout cas dans le cadre de l'audit Calliope, de vérifier encore une fois la capacité, la compétence, enfin en tout cas que l'organisme de formation a mis en place ce qu'il faut pour vérifier que notamment dans le cadre d'une VAE, eh bien, on a des personnes compétentes, qualifiées, pour pouvoir réaliser ces accompagnements. Bon, après, Ouais, j'allais dire, celui-là, il est quand même, il est quand même assez important parce que on vient parler ici de la personne qui va transmettre des compétences. Et effectivement, il faut que, alors soit c'est dans le référentiel, parfois, il y a noté qu'il faut que l'enseignant ou le formateur ou l'intervenant ait plus de temps d'expérience dans tel domaine. Donc dans ce cas-là, nous, pareil, on va comparer hein, en fonction du référentiel de la certification. Mais ce qui est important de comprendre dans cet indicateur-là, c'est qu'il y a des compétences qui sont requises. Donc on va demander des compétences requises avant la première prestation. Donc bien avant, donc il a été recruté, comment il a été recruté, sur quelle base, etc. Et puis après, il y a à la fin du niveau attendu, on parle de maîtrise de ses compétences. Donc là, celui-là, il est assez important parce que, ok, on a décidé que c'était lui, il est qualifié, mais dans le temps, il faudra s'assurer de la maîtrise de ses compétences, c'est-à-dire qu'il les mette à jour, voilà. Hein, ça sous-entend tout ce processus-là, quoi. Totalement. Voilà, donc on arrive au bout des indicateurs que je souhaitais que l'on passe en revue, mais attention, petite chose à retenir, c'est ce que je disais au tout début, il y a quand même une lecture un peu entre les lignes à avoir, comme sur tout référentiel hein, d'ailleurs. C'est pas parce que certains indicateurs n'abordent pas la notion de RS-RNCP, enfin de certification, hein, que pour autant il faut complètement passer à côté. Nicolas, tu m'as dit quelque chose de très intéressant avant qu'on commence ce webinaire concernant notamment les indicateurs portant sur les veilles. Oui, parce que effectivement, pour la majorité des organismes de formation qui ont des formations certifiantes, il faut s'informer sur le fait que le titre, alors déjà, mes titres, ils sont à échéance à quelle date? Déjà, faut avoir le. Et puis ensuite, c'est de se poser la question de manière perpétuelle, est-ce que ce titre-là, quand est-ce qu'il va être alors je sais plus quel est le terme exact parce que je suis pas non plus l'expert mais quand est-ce qu'il va être renouvelé, à partir de quelle date? Souvent le numéro RNCP, il va changer en fait parce que vous pouvez avoir une période de chevauchement. Aussi courte soit-elle, mais il peut y avoir un chevauchement, donc le numéro change. Enfin voilà, il faut être au courant. Il faut évidemment sur ces indicateurs de veille faire attention à ces notions qui sont prépondérantes pour les formations certifiantes. Tout à fait. Voilà, donc là c'est un très bel exemple de bon, de toute façon, il faut prendre les indicateurs les uns après les autres et puis après bien se dire bon, dans le cadre de la certification, comment aussi je peux y répondre pour encore une fois avoir voilà, une structuration de qualité, une arborescence qualité la plus complète possible. Voilà, donc là, on arrive sur les dernières slides. Le support est à disposition. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous en faire la demande, voilà, si vous voulez le recevoir également par mail. Des petites recommandations ici à la fin pour bien préparer vos prochains audits Calliope, notamment si vous êtes partenaire habilité ou que vous comptez l'être. Rapprochez-vous de votre organisme certificateur. C'est vraiment un travail qui doit se faire main dans la main avec l'organisme certificateur. Il a tout intérêt à le faire aussi, ce travail, puisque s'il ne joue pas le jeu, c'est relativement rare, mais s'il ne joue pas le jeu, l'enjeu est énorme pour lui parce que si son réseau de partenaires ne travaille pas correctement, ne fait pas remonter correctement les informations, eh bien, c'est... pardon pour l'image, mais c'est sa tête qui va être coupée, tout simplement. Il ne pourra pas... alors, soit il va voir sa certification déréférencée, soit tout simplement, il ne pourra pas la renouveler. Donc, vraiment, l'intérêt est commun pour tout le monde.
J'en viens, voilà, bon, enfin, vous avez des petits points de résumé de conclusion. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, hop, voilà, vous avez un petit QR code ici et puis les coordonnées, si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent sur ces sujets ou surtout aussi si vous avez des sujets que vous aimeriez voir aborder un webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est hyper important. Et voilà, ce sujet sur la certification, alors que j'avais traité déjà il y a un an, je crois, pour moi, il est hyper important. C'est de la veille. On est dans du 100% veille là aujourd'hui. Et puis, il y a vraiment un pont, hein, voilà, entre la certification Calliope et la certification RS RNCP pour les organismes. S'il y a des dernières toutes petites questions, n'hésitez pas aussi à les faire figurer. Nicolas, Angéline, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour en guise de mot de la fin, peut-être? Bah, on le répétera jamais assez, c'est vraiment c'est se préparer en amont, c'est voilà, travailler tous ces éléments. Alors si on parle de Calliope, hein, pour cette audit quand on est partenaire, c'est vraiment se préparer, vraiment former les collaborateurs aussi pour que tout se passe de façon fluide le jour de l'audit. Ça fait moins de stress déjà pour l'auditeur aussi. Faut en tenir compte, mais et pour l'équipe. Mais c'est vrai qu'un auditeur déstressé, il y a déjà aussi ça facilite voilà, on passe une journée ensemble, voire plus, une journée et demie, voire 2 jours pour certains OF. Voilà, c'est quand même bien quand on est, surtout pour l'équipe, formé, quand on a bien les données préparées, classées. Alors c'est des choses, on va dire, c'est des détails, mais c'est vraiment très important. Et puis aussi bien maintenir le lien avec ses alumni, enfin avec les titulaires. Voilà, les titulaires de certification pour avoir de la donnée. C'est bien parce qu'il va falloir le communiquer de toute façon à votre organisme certificateur. Et c'est bon aussi pour vous parce que ça vous permettra aussi de communiquer sur ces résultats. Oui, moi je dirais que effectivement la certification, alors que ce soit l'une ou l'autre, hein, la certification des formations ou la certification de la personne morale pour Calliope, c'est vraiment des outils et des leviers de croissance et de transformation pour les organisations. En tout cas, nous chez Evolve, c'est notre façon de voir les choses, hein, mais donc c'est des leviers à activer. C'est un référentiel de bonne pratique. Chaque exigence aussi complexe soit-elle a été réfléchie. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser, tant qu'à utiliser le référentiel parce qu'on est obligé de passer à la certification, autant le faire bien, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour nous des leviers, les certifications, pour faire progresser les entreprises. Et l'auditeur, son rôle, hein, c'est de prouver que vous êtes conforme. S'il n'est pas en capacité de prouver que vous êtes conforme, et ben dans ce cas-là, il note ses constats factuels et pour que vous puissiez comprendre la non-conformité et établir un plan d'action afin d'être certifiable. Voilà. De toute façon, l'audit en soi est un axe, enfin, est un élément qui permet de progresser. Voilà, faut pas le vivre comme une sanction, bien au contraire, c'est aussi l'opportunité de démontrer ce qu'on a mis en place et voilà, et créer un échange pour progresser, tout simplement. L'amélioration continue. Exactement. Merci beaucoup pour votre présence à tous les deux, pour vos interventions hyper riches et hyper complémentaires. Merci à tous les participants. On a un petit peu débordé, c'est pas dans nos habitudes, mais voilà, là le sujet était riche et encore voilà, je pense qu'on aurait pu y passer encore un sacré bout de temps. Merci à tous les participants. Merci aussi à ceux peut-être qui visionneront le webinaire en replay. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Et voilà, c'était juste le mot de la fin. Merci à tous. Merci. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.